un panel. Donc toujours dans la même logique de partage d'expérience entrepreneuriale. Donc nous allons avoir un panel de frères entrepreneurs qui vont se mettre à disposition, qui vont recevoir les questions et qui vont, à travers ces questions, partager en fait certaines expériences en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et le panel va être animé par un frère. Il est Mandela Washington Fellow Leader Initiative. Il est nominé top 100 des jeunes leaders économiques africains. Il a reçu un prix en leadership éthique en 2013. Il est le fondateur du cabinet Aptus Coaching. Chers frères et sœurs, sous vos acclamations, recevez à ce train Monsieur Adama Borou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beaucoup de choses ne sont pas tout à fait vraies. D'abord, il a commencé par dire que je suis un frère, donc je suis Adama Borou. Parce que je pense qu'on est tous frères et sœurs, mais d'une autre, la position n'est pas nécessaire. Alors, on est très heureux de vous accueillir ici pour cette première édition. On a décidé que, après le keynote de Mohamed Lamine, les frais de participation vont augmenter. Donc, on a décidé d'ajouter un petit zéro sur les frais de participation. Donc, en sortant, vous allez donner le reliquat. Parce qu'à lui seul, là, je pense qu'il a déjà remboursé tout ce que vous avez mis et puis tout ce que vous n'avez pas encore mis. Donc, je voudrais en tout cas qu'on dise encore vraiment merci en applaudissant Mohamed Lamine. Même si il n'a pas envoyé les cafés pour nous. Donc, peut-être que j'ai parlé trop tôt, ça est dans le coffre. Alors, on va continuer donc notre programme avec ce panel. Et c'est un véritable plaisir pour moi d'avoir à modérer un panel avec des invités de si grande facture. Parce que la qualité d'un panel, c'est surtout la qualité de ceux qui sont invités à prendre la parole au cours de ce panel. La première personne que je vais appeler pour ce panel, mais avant, j'ai demandé les guéridons pour de l'eau. Quand la discussion va chauffer, quand les paneliers seront soif. Voilà, c'est bon. Très bien. Merci. Très bien. Je vais donc commencer par vous dire qui est notre premier invité au niveau de ce panel. Vous le connaissez déjà, c'est Bakayoko Mohamed Lamine, donc il va revenir sur vos orations pour s'installer. Il n'a pas voulu m'envoyer sa bio, donc on a conclu notre contrat. Je vais lui utiliser sa bio que je vais lui facturer. Il faut aussi dire qu'il a été, je dirais, participant au programme de Stanford, SIT, qui est l'un des meilleurs programmes d'entrepreneuriat au monde. Et il a pris part à ce programme SIT là. Donc, Design Thinking, machin truc, c'est un programme très très élitiste qui sélectionne des entrepreneurs partout dans le monde chaque année. Et c'est financé par l'université américaine de Stanford. Et je pense qu'il a fini quoi? Il va passer. Ouais. Ah bon, déjà. Mais aussi, ce qui ne veut pas que je dise, c'est que c'est le détenteur du prix du meilleur jeune entrepreneur de Côte d'Ivoire par la CGC Academy. Donc, affaire des cafés là, ça fait envoyer le voyage. Donc, buvez du café. La seconde personne que je vais appeler, c'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi parce que j'ai la chance de le côtoyer en privé. C'est un ami et frère. Et lorsqu'il arrive, au-delà de tout ce qu'il fait d'entrepreneuriat, la petite chose, c'est que quand il arrive dans notre mosquée, les petits qui font Azan déposent le micro le plus en haut. Parce que quand le vieux père là, personne ne fait Azan de Juma. Il est architecte de formation. Il a été formé en Afrique, même si aujourd'hui
il commence à prendre une taille internationale, aller à moi à Lomé. Et je pense que je ne vais pas être long. Il a lancé son cabinet d'architecture avec un autre frère de Yamsotro, qui lui, c'est un Sénéfo qui n'est pas dans la salle. J'aimerais que vous m'aidiez à accueillir ici. Il nous appelle à lecture, ouverture. Alors, il y a quelqu'un que j'ai dû tirer par le bout, parce qu'il y a l'argent dedans. Il a accepté de venir nous partager son expérience qui est assez spéciale. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi c'est lui qu'on a invité. Sans doute, vous utilisez un de ses produits dans vos ménages, un savon cubique qui s'appelle Cadeau. C'est le directeur général de African Farm Industries. J'aimerais vous demander de bien vouloir accueillir notre frère Soro Yaya, ou bien, devrais-je dire, Eladj Soro. Eladj de la promotion présidentielle. Ok. Là, voilà. Alors, est-ce que je peux avoir les minutes de ce matin avec l'intervention de notre frère Mohamed Amin? L'une des questions que j'aimerais vous poser, surtout en ce qui concerne le cabinet d'architecture, est-ce que quand on est élève architecte à Lomé, de l'époque, on se dit, quand je vais finir, Inch'Allah, je peux forcément monter mon cabinet. Est-ce que c'est une idée qui prend naissance dans la classe, comme ça a été le cas pour Mohamed Lamine, ou bien c'est à un moment donné, quand on commence à faire les gros débuts pour les patrons, on se dit, ah mais tiens, si ça va dans ma bouche, c'est pas mauvais. Monsieur Sangaré. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc avant de commencer, je suis vraiment très heureux d'être là. Quand Adama m'a demandé de faire partie du panel, je ne savais pas pourquoi, parce que là on est en train de parler d'entrepreneuriat, et jusque-là je ne sais pas pourquoi je fais partie du panel. Voilà. Et aussi féliciter le keynote speaker. Vraiment j'ai appris beaucoup ce matin. Beaucoup. Et je pense que c'est maintenant que je vais commencer à comprendre. Voilà. Donc, pour revenir à ta question, la particularité de l'architecture, comme toutes les professions libérales, c'est qu'avant même de partir à l'école d'architecture, tout le monde doit avoir son grand cabinet. Ok. Voilà. Donc, après, en fait, le défi même dans les écoles d'architecture, c'est de montrer aux étudiants, aux futurs architectes, que avoir son cabinet n'est pas la seule forme d'exercice de la fonction. Donc 100% des architectes qui sont dans les écoles d'architecture veulent monter leur cabinet d'architecture. C'est après, quand la réalité commence à s'imposer, voilà, qu'on commence à voir d'autres formes d'exercice qu'on peut avoir. Merci beaucoup. Je rappelle que Sangaré est aussi secrétaire général adjoint de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Et sa liste a vraiment remporté les dernières élections. Donc, voyons puissance ici. Je m'adresse maintenant à Soro Yaya. Soro Yaya est sur ce plateau parce qu'il était au tout début de la création de African Palm Industries. Donc, c'est un profil qui a été recruté par la société à ses tout débuts. Et donc, comme c'était un bon yaya, il a posé ses conditions au départ en disant, bon, je viens, mais quand on grandit, on fait comment? Et quoi, ça va faire presque 10 ans, 11 ans 8 ans. Ça fait 8 ans, donc il a commencé cette aventure avec les principaux actionnaires de cette entreprise. Et aujourd'hui, il en est le directeur général. Alors, d'après lui, il a une petite part, mais c'est une démarche entrepreneuriale dans la mesure où il faisait partie de la core team, l'équipe de base. En fait. Et je trouve que c'est une autre forme, parce que les centaines de millions qui décidaient la mise en place de ce projet-là, sans doute il ne les avait pas. Mais en apportant son expertise au projet, il a pu se retrouver parmi les personnes qui comptent aujourd'hui.
Et c'est pourquoi j'aimerais lui poser la question de savoir la perspective du dirigeant. Quand on a vu une entreprise dès le départ et qu'aujourd'hui on est à la manœuvre. Là, on a parlé de l'idée avec Sankara. Mais lorsque, au départ, on n'est pas forcément l'initiateur, comment on s'approprie ce projet-là, à en faire son propre projet et à gravir les échelons et à mériter la place qu'on a aujourd'hui? Salam alaikum. Merci Adam. Je suis très heureux de faire partie de ce panel. Bon, il a déjà anticipé en précisant les choses. En général, les idées, pour répondre à sa question, les idées, pour qu'il y ait succès, il faut adhérer d'une manière ou d'une autre. L'idée, on l'a mûrie depuis qu'on était encore à Balmsi, avec l'actionnaire majoritaire actuel. Donc, on a mûri l'idée ensemble. Donc, j'étais partant. C'est pour ça que j'ai laissé une situation confortable à Balmsi. Et pour aller dans une aventure toute nouvelle, où à la fin du mois, c'était à partir d'un chéquier personnel de quelqu'un, qu'on se faisait des chèques pour pouvoir assurer nos besoins de la famille. Une petite parenthèse, quand on prend une telle décision, ce n'est pas conviction personnelle, je ne cause pas des crises cardiaques à quelqu'un. Donc, je ne dis pas à mon père que je quitte pas une situation confortable pour aller dans une aventure toute nouvelle pour dégrader sa santé. Parce que j'ai vu beaucoup de cas comme ça, surtout dans le milieu musulman. Quelqu'un qui va dire à sa famille, oui, j'ai eu une proposition de ce livre-là, je ne juge personne et j'ai refusé. Je pense qu'on peut garder ça pour soi. Et puis, il n'est pas donné de crise cardiaque à la vie. Ben, tu aurais dû accepter. Bon, c'est une petite parenthèse. Quand on y va, ça veut dire qu'on épouse l'idée, véritablement. Et comment on arrive à s'approprier le projet, c'est parce qu'on a soi-même un projet de vie et cette étape, soit c'est notre projet de vie, soit c'est une étape importante de notre projet de vie. Et en cela qu'on peut gravir, on vit notre passion, comme le frère, tel qu'il a restitué, j'ai vu qu'il vivait véritablement sa passion. On vit notre passion. Tant qu'on ne vit pas notre passion, bon, je pense qu'il n'y a rien, il n'y a pas de succès au bout. Et pour moi, une entreprise nouvelle, ce n'est pas forcément la somme des moyens. C'est peut-être la somme de certaines intelligences. Mais là, il faut même dépasser ça. Ce n'est même pas la forme des intelligences. Quelqu'un a posé une question, après on monte une affaire, quand ça marche, après il y a des problèmes. C'est parce qu'une entreprise nouvelle, dans l'autre cas, ça a été d'abord une somme de valeurs. Parce que j'étais tout sauf quelqu'un qu'il fallait prendre pour démarrer une société à 1 milliard de capital et près de 8 milliards d'investissement initial. J'étais tout jeune, tout frais, de parents pauvres, méconnus. Vraiment, j'étais tout, j'avais vraiment pas de moyens, sincèrement. J'avais rien. J'avais que mon apport en ingénierie. Et je n'avais pas 10 ans d'expérience derrière moi. On a commencé en 2010, j'ai fini mes études en 2004. Donc, je n'avais pas une expérience terrible. Ceux qui m'ont embarqué dans cette aventure ont misé que sur les valeurs. C'est ce qu'ils m'ont expliqué, c'est ce que j'ai compris à la langue. Donc, si une entreprise est une somme de valeurs, il y a beaucoup de chances. Kadawa m'a dit qu'il y a Fire Business Day. Ça fait quelques années où ça me trotte dans la tête. Et je lance une bouteille comme ça. Pourquoi on n'arrive pas à développer une vraie intelligence collective quand on a tout? Et je suis sûr qu'après, quand on va nous réveiller de l'autre côté, on aura des regrets, ça c'est sûr. Hein? Des gens qui ont fait les meilleures écoles, après qui ont un cadre commun qui est l'islam, qui ont des politiques communs, et puis bon, chacun de son côté, chacun se défend, chacun trime, il n'y a aucune intelligence collective, et chacun a une idée erronée de la réussite. Chacun croit que la réussite, ça se fait en cachette, ou bien un jour on vient carrer une grosse voiture, j'ai reçu. Pourtant, bon, je vais m'arrêter là.
Mais quand il m'a appelé, je suis venu parce que ça me donne des insomnies à voir toute l'opportunité qu'on laisse passer. On a tellement de dénominateurs communs fonctionnant. Sinon, il y a Youssouf qui a une grosse voiture. Une grosse voiture. Alors, ça m'amène à me retourner vers Mohamed Lamine pour dire, aujourd'hui, à quel niveau tu estimes que l'entreprise se trouve après ces années-là? Que le stade de maturité est atteint? Ça, je vois. C'est bon, on a 8 ans. 8 ans quand même. Mais je dirais que c'est 8 ans, je dirais que c'est 6 ans continu. Parce qu'on a commencé en 2010 aussi, le 10 mai. Et après, on a fermé carrément. Combien d'employés aujourd'hui? 23 employés. Mais à quel moment on se dit qu'il est temps de grandir en fait? Non, en fait, je pense qu'il ne faut pas occulter le volet prévision. Voilà. Parce que je vous ai dit, disons, au départ, que moi j'avais un business plan de 46 millions. Donc à un certain moment, la première satisfaction c'était d'atteindre réellement le niveau d'investissement de mes 46 millions. Okay. Surtout que je commence avec 1 million 350. Donc en fait, la croissance, ça ne tombe pas là-dessus. Non, ça se prévoit. Voilà, ça se prévoit. Et puis après, il ne faut pas que ce soit figé en fait. Après, il y a une interaction de son écosystème qui réagit parce qu'il y a un autre, on va dire, un oligarque qui a vu le potentiel de ton activité, il vient avec plus de billes, avec plus de stratégie, avec plus de capital humain, il va falloir réagir aussi à lui. Donc c'est vrai qu'on planifie une croissance, mais il faut se donner aussi de la flexibilité, la possibilité à réagir par rapport aux turbulences de ce marché-là. Voilà. Mais moi, j'avoue que, en tant que très jeune entrepreneur, notre idée de départ, franchement, c'était de faire mieux que la moyenne nationale. Voilà, parce qu'on nous a dit qu'on mourrait à partir de 1 an et demi. Donc, quand on a fait 1 an et demi, on dit qu'on va faire plus que la moyenne africaine en 3 ans. On dit qu'on a fait plus que la moyenne mondiale dans 5 ans. Donc, à la base, on cherche d'abord à survivre, à rester voilà, le plus longtemps possible. À rester le plus longtemps possible. Vivant. Voilà. Maintenant, après, il y a d'autres charges qui se greffent. Parce qu'il y a la famille, il y a les employés. Donc après, c'est plus mot suivi, quoi. Parce que quand on suivi, c'est individuel. Donc après, il faut développer. Comme ça, développer, il faut créer d'autres produits. Alors, j'aimerais demander aussi à Sengaré, quel est le plus gros challenge? Parce que, bon, le cabinet s'appelle Totem Architecte. Retenez, hein, c'est Totem Architecte. Ok? Peut-être qu'après, la fille va nous expliquer pourquoi ça s'appelle Totem. Mais en tout cas, on y sert de bon café. J'ai mes habitudes là-bas. Joli bureau, très accueillant. Ça, c'est pour la parenthèse. Vous invitez à aller visiter. Alors, j'ai vu le cabinet presque à ses débuts en fait. Et aujourd'hui, avec la taille des projets que vous attaquez, avec les ressources humaines qui augmentent, est-ce que la passion de l'architecte au début de créer, etc., n'est pas mise en sourdine par le travail du dirigeant en fait? Quels sont les challenges du dirigeant que tu as aujourd'hui? Ok, donc ça c'est la colle. Quand Sauvé et moi, en fait, on a décidé de créer le cabinet, d'abord au départ on était 3. Après il y a le troisième qui nous a quittés. C'est un job confortable. Donc voilà, non, en plus du job confortable, parce que ça me permet de revenir en fait sur la question de l'associé. Depuis le métier scientifique, Soro, le troisième et moi, on avait décidé de monter notre cabinet ensemble. Et bien dis donc. On a fait le lycée ensemble, on a fait l'école d'architecture ensemble, et quand on est sorti, on s'est donné quelques années qu'on devait faire dans des cabinets, et après se rejoindre pour créer notre cabinet. Donc c'est vraiment une vision qu'on a mûrie depuis le lycée. Donc on savait ce qu'on devait faire. Et on a appris à partager la même vision du métier pour pouvoir monter le cabinet. Donc, et le nom de thème qu'on a choisi, on l'a choisi depuis l'école d'architecture. Et en fait, pour ouvrir une parenthèse rapide, en fait, quand on prend le mot totem, un totem, en fait, c'est quelque chose auquel un groupe social s'identifie. Voilà. Donc, c'est quelque chose de particularisant. Mais en même temps, c'est une notion universelle. C'est-à-dire que quand on est en Afrique, on parle de totem. On est en Amérique du Sud, on parle de totem. On est en Asie, on parle de totem.
Donc en fait, c'est une notion qui a une sorte d'ambivalence. C'est-à-dire qu'il y a en son sein la notion de quelque chose de particulier qui s'adapte au contexte local, mais en même temps quelque chose d'universel. Et c'est un peu notre vision de l'architecture. Une architecture qui s'inscrit non seulement dans le cadre, dans le contexte global, mais qui reste fortement ancrée dans le contexte ivoirien et africain. Et le challenge actuellement, c'est de grandir. Je dirais que c'est maintenant qu'on est en train de grandir. Et comme le dirait une sagesse populaire, en fait, quand le vent du changement se soulève, il y a deux attitudes qu'on peut avoir. Soit on construit des murs pour se protéger, voilà, ou bien on sort et puis on construit un moulin pour profiter du vent. Et je pense qu'il y a la conviction personnelle en fait qu'il faut, c'est mieux d'avancer dans le désordre que de stagner dans l'ordre. Parce que le changement, c'est quelque chose de constant. Donc, le challenge qui se pose à nous actuellement, parce qu'au départ, on a eu le temps de vraiment choisir les personnes avec qui on pouvait travailler. Et on a pris le temps, parce que ça bougeait tout doucement, de leur inculquer en fait, la vision qu'on avait. Tous ceux qui viennent à l'hôtel, on les reçoit, on discute de la vision qu'on veut avoir au niveau du cabinet, leur disant on ne veut pas d'un simple employé qui vient juste exécuter les tâches en fait, qu'on lui demande de faire, mais il faut vraiment qu'il apporte une valeur ajoutée à l'équipe. Donc là maintenant les choses vont un peu plus vite, on est obligé d'embaucher à une vitesse plus grande et ce petit côté-là, on le perd, ce petit côté-là on le perd, mais on essaie de faire de telle sorte que ça ait le moins d'impact possible sur la qualité de ce que nous faisons. Donc vous trouvez les bonnes ressources humaines. Il faut trouver les bonnes ressources humaines. Très bien. Et les personnes qui partagent la même vision que toi, sinon ça ne marche pas. D'accord. On va changer de secteur et de taille. Africa Palm Industries, c'est combien d'employés? Il faut dire qu'aujourd'hui, on est plus dans une organisation commune. On a commencé par le bout des lignes, qui est la production du savon. Je fais la petite pub, savon cadeau. Et on a grandi comme ça. Après, on a voulu maîtriser nos sourcing, parce que dans le métier, il est plus délicat. L'approvisionnement. On s'est étendu vers la source maintenant. On ne prend plus de la matière grasse pour faire du savon, on produit notre propre matière grasse. Donc aujourd'hui, nous on intègre depuis l'implantation jusqu'au foyer. C'est ce qu'on dit. On est dans l'implantation, on produit les régimes, on les triture, ensuite on produit du savon qu'on vend dans les foyers. Donc ça fait deux entités. La première entité mère, c'est Africa West Industries, qui fait la deuxième transformation. L'entité nouvelle qui vient d'être née chez la direction générale, c'est Africa Palm Industries, qui fait l'implantation et la première transformation. Bon, je demeure directeur technique du groupe et je suis directeur général de l'entité Africa Palm Industries. Donc, Africa Palm Industries aujourd'hui, c'est 120 employés. Africa West Industries, qui fait la deuxième transformation, c'est de 300 employés environ. Mais il faut dire que c'est des métiers qui vont avec beaucoup d'employés. On ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas très élitiste comme employé, comme je... où il faut avoir un high level. Non, on a beaucoup de main-d'œuvre, surtout en plantation et dans la première transformation. Okay. C'est ce qui m'amène justement à la question de savoir, aujourd'hui, dans cette posture de dirigeant, après le tas entrepreneurial, grandir et tout ça, beaucoup de milliards investis, c'est quoi aujourd'hui les challenges pour toi en tant que dirigeant? On va dire le véritable challenge aujourd'hui, il a ébauché. C'est la ressource humaine. Mais dans la ressource humaine, ce n'est pas la compétence technique, c'est seulement le système de valeurs aujourd'hui. Parce que tout s'acquiert avec le temps et dans certains domaines, c'est mieux même d'acquérir les choses avec le temps.
donner le temps à chaque chose. Mais aujourd'hui, où on a beaucoup de difficultés, c'est de recruter des gens qui ont des bonnes valeurs. Et quand on dit des bonnes valeurs, c'est pas, on est dans un cadre islamique, c'est vrai, mais c'est pas religieux, c'est dans les attitudes, quoi. Et quand je creuse un peu, je trouve que les gens, ils savent même pas qu'ils sont recrutés et qu'ils évoluent dans un système pour leurs attitudes. Il y a une vision un peu erronée, on a l'impression que c'est technique, c'est des connaissances, mais le plus fort, c'est vraiment des attitudes. Je connais des gars qui ne sont pas des foudres de guerre, mais vous comptez sur eux, vous fermez les yeux, vous attaquez n'importe quel combat avec eux, vous n'êtes pas sûr de gagner, mais vous êtes sûr qu'ils ne vous lâchent jamais. Et quand vous voulez attaquer un nouveau challenge, c'est avec eux que vous battez. Et c'est ce genre de personnes qu'on cherche, parce que la vision, le frère a beaucoup insisté sur la vision, mais quand je descends un peu en bas de la vision, parce que cette vision, comme il a dit, d'un écosystème mouvant, vous êtes obligé de toujours adapter votre ligne de mire. Mais qu'est-ce qui vous permet d'avoir la bonne information et de pouvoir vous adapter à vitesse grand V? Lui, il dit ça, je vois que là, avant il y a 2 V là, donc c'est à vitesse grand V, c'est que vous avez des gens qui ont le même système de valeurs que vous. À la limite, vous comprenez à demi-mot, parce que vous savez que vous partagez les mêmes valeurs et vous passez pas 50% de votre temps à contrôler quelqu'un. Quand vous regardez quand une société grandit, après vous regardez le budget, contrôle de gestion, audit interne, contrôle qualité, ça peut construire une autre usine à côté, quoi. Parce que vous êtes dans un truc comme si vous étiez en conflit, plutôt que d'être des gens qui vous battaient pour la même vision, quoi. Donc c'est un peu ça. Et quand la vision doit changer rapidement, ou bien un aspect doit changer pour pouvoir s'adapter à un environnement mouvant, si vous n'avez pas des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, ils ne vous suivent pas. Il va vous suivre des bouts du lèvre, quoi. C'est ça le vrai challenge aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je me rends compte qu'il y a une constante. On crée une première entreprise, ensuite, l'argent commence à rentrer, on crée une deuxième entreprise, et cette deuxième entreprise, c'est un nouveau bébé. Ou bien on a lancé un café, après on fait café au gingembre, ça c'est un nouveau bébé. D'accord? On a fini un projet résidentiel, on a attaqué un projet hôtelier. En fait, je veux dire, il y a comme un cycle de perpétuel recommencement. Donc je me dis que ça va aussi avec son lot d'erreurs. Et voilà. Moi, ce qui me passionne surtout dans la vie des entrepreneurs, c'est les erreurs là. C'est-à-dire quand tu t'es cassé la figure. Voilà. Donc aujourd'hui, là, on était au dîner, on a annoncé, par exemple, Mohamed Lamine, on était très fiers, jeune entrepreneur, meilleur jeune entrepreneur de Côte d'Ivoire. Mais avant d'arriver là, pendant les 8 ans, là, quel est le top 2 et le top 3? Faire assez rapidement des gaffes, des choses que tu te dis non, ça plus jamais je devais refaire. Parce que pour la plupart des jeunes entrepreneurs qui sont ici, je pense que ça c'est très important. Pour qu'ils évitent de faire les mêmes erreurs, on est d'accord? Tout ce qu'ils sont déjà passés par là, et puis ils se sont fait avoir. Donc ils n'ont pas nous dire en même temps ce qu'il y a devant, n'est-ce pas? D'accord? Même si on estime que c'est un processus d'apprentissage. Mais par exemple, dans le cas de Ama Café, quel est le truc de dire non, ça c'était une bêtise? C'est tellement facile que je suis pressé de faire une question. Ouais. La première bêtise, j'ai recruté sur le rendement. J'ai été recruté une top personne, une top employé. Erreur de casting. Erreur de casting. Parce que je n'ai pas recruté, comme il a dit, sur la valeur. Et ça, c'est typique à notre société africaine. Parce qu'on a une société qui n'est pas que rendement. On a une société qui est fortement encore sentiment. Ça, c'est déjà une répétition. Donc, qui dit sentiment, c'est une combine de valeurs. Quand vous n'avez pas ces mêmes valeurs-là, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il était un poste clé. Voilà. Et il était pratiquement le milieu. Ouais. Et là, Dieu merci, dans ces différents trucs de formation qu'on a eu à faire là, on nous a dit clairement que l'une des erreurs que les jeunes entrepreneurs font, c'est de prendre du temps pour recruter, mais surtout prendre encore plus de temps pour licencier. Mais justement, comment tu t'es démarré? Non, mais justement, on m'a dit, mais le mauvais vin, ça contamine tous les fruits.
Mais comment tu as fait pour te débarrasser de lui? Mais dès qu'il y a eu la faute grave, là il se couvert. Donc tu l'as surveillé en fait pour attendre la faute grave. Non, mais déjà même il a fait commettre que de fautes graves. Je sais pas, il besoin de. Donc c'était facile de le liquider. Voilà, c'était très facile de le liquider. Mais franchement, il était le meilleur, franchement, en termes de capacité de production. Il était le meilleur. Puis il était assez transversal dans sa compétence. Parce qu'en termes de, on va dire, production chimique, même il est calé. En termes de maintenance machine aussi, il est calé. Sécurité incendie. Disons, c'était le bon pion. Mais cet ensemble de valeurs-là manquait. La deuxième erreur, au départ, j'étais très fougueux. Je pensais que je connaissais tout. Et tu l'as si bien dit, quand on est jeune entrepreneur comme ça, ce qu'on fait de façon certaine et chaque matin, on fait c'est des erreurs. Donc quand on n'a pas un mentor qui a plus de vécu, pour dire mon petit, dans ce cas de figure là, voici comment rattraper ces échecs-là, on est tout droit dans le mur, là on se casse la figure. Donc moi j'essaie toujours de me faire entourer de personnes qui ont plus de vécu que moi. Et peut-être les gens le disent dans sa maison, mais moi je découvre qu'il faut respecter quelqu'un qui a vécu. Donc franchement je sais de quoi je parle. Même un an de plus, il faut le respecter. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on retient déjà, c'est qu'il faut se débarrasser le plus vite possible, le plus rapidement possible de la mauvaise graine. Sangaré. Les erreurs. Ah, les erreurs. Il y en a beaucoup. Mais peut-être l'architecte est plutôt jeune, à peine 2 ans. Et c'est surtout le vécu qu'on a eu dans les entreprises où on était, avant de venir à terme, qui nous ont permis d'éviter certaines erreurs. Le cabinet dans lequel je me trouvais, je pense, manquait de discernement en fait, sur le type de projet dont il fallait s'occuper. Parce qu'arrivé à un certain moment, on est obligé de faire une sorte de tri, en fait. Voilà. Et il faut apprendre à faire ce tri-là pour ne pas frustrer les personnes qui viennent vers vous avec le projet. Donc, le cabinet où j'étais le numéro 2 là-bas, avant de fonder un architecte. Et il y avait une différence de vision certaine, parce que le numéro 1 ne voulait s'attaquer qu'à des projets d'une certaine facture. Voilà. Et pour ceux qui sont dans le domaine, ils savent que ce projet, ça prend du temps pour se concevoir et encore plus de temps pour que le chantier commence. Et pendant ce temps, comment on fait pour payer les charges du cabinet. Et donc, au niveau de ce cabinet, on arrivait difficilement à faire la balance entre les projets, les petits projets, et souvent c'est les projets sur lesquels on apprend même plus. Et contrairement à ce qu'on pense souvent sur les grands projets, c'est là qu'on perd de l'argent. On gagne beaucoup d'expérience, mais on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent. Donc on ne faisait pas une bonne l'équilibre entre les projets d'une certaine taille et les petits projets. C'est très très important pour un cabinet d'architecture. D'accord. Alors donc lui, il a fait le catalogue des erreurs de la société où il travaillait. Il a fait le catalogue d'erreurs, puis il a dit bon, je ne vais pas répéter ça chez moi. D'accord. Alors, moi je suis très, très passionné. Il y a un chiffre qui me passionne dans la vie là, c'est le milliard. Parce qu'il y a un milliardaire qui m'a dit une fois, lui mon petit, c'est le premier milliard qui est dû. Oh, avec Yaya justement, on est dans les milliards. Oh là là. Donc les erreurs là-bas doivent coûter très cher. Alors, de ton expérience dans ce parcours-là, quel est d'après toi, si c'était à refaire, est-ce que tu ne le referais pas? D'accord, merci. Bon, on va dire que c'est le groupe qui pèse des milliards. C'est pas grave. Ça va, Inch'Allah. C'est comme il a dit, c'est un exercice difficile. Il y en a tellement. Celui qui ne veut pas faire d'erreur, qui s'abstient de monter dans la hiérarchie, quoi. Et quand je dis la hiérarchie, le top de la hiérarchie, il ne faut pas se méprendre, hein. C'est l'entrepreneur, quoi.
Il n'y a qu'un seul truc au-dessus d'un entrepreneur que je découvre, c'est le financier. Donc tu voulez pas qu'il soit au-dessus de vous, comme il a dit là. Redimensionner le bon projet. D'accord? Donc quand on a une fonction comme nous, on va dire on monte. Si on ne veut pas faire d'erreur, il ne faut pas monter. Encore au-dessus, c'est l'entrepreneur. Si on ne veut pas faire d'erreur, il ne faut pas être entrepreneur. La première des erreurs, donc je pense avoir corrigé et je continue de travailler dessus, c'est que je vivais mal mes échecs. Et donc, le fait, c'est automatique, je tirais moins des leçons de mes échecs. Il a parlé de la Silicon Valley. Et moi, mon truc, c'est que je lis tout le temps. C'est pas possible de me voir que j'ai pas un livre ouvert, c'est pas possible. Ça c'était avant, maintenant j'ai 3 livres ouverts parce que j'ai 3 points où je lis indépendamment. Donc, et je peux vous garantir qu'il n'y a personne dans cette vie-là qui n'ait pas le temps de lire, c'est impossible. Quelle que soit votre charge de travail, vous avez le temps de lire, véritablement. Hein? Je vais m'excuser pour les délicatesses. Il y a un coin que nous tous on a où on peut lire, c'est dans les toilettes, quoi. Les 2 mets sont libres, quoi. Hein? Et puis on en a besoin pour se détendre. Celui qui dit n'a pas ça, bon, je ne sais pas comment il fait pour vivre. Et là on lit bien, on va vite. Après quelqu'un vient taper la porte, ben, il faut qu'on là-bas, puis bon, ça va. Mais il y a d'autres endroits où on peut lire terriblement, quoi. Celui qui est un chauffeur, il a tout le temps de trajet pour lire. S'il a un problème avec ça, il peut prendre des petits médicaments. Moi, j'ai un problème d'ERL. Quand je lisais un mouvement, j'avais le vertige. Il m'a fallu voir l'ERL, ça a résolu mon problème. Je lis sans problème maintenant. Donc, le premier échec, c'est que je n'apprenais pas. Je vivais mal mes échecs. Je voulais, comme vous tous, en sortant d'une école d'élite, on se dit, bon, on est 0 faute. Et le premier truc, c'est que vous arrêtez d'apprendre. Parce que vous commencez à faire que les choses que vous maîtrisez. Vous voulez qu'on vous dise 10 sur 10. Oui. Donc vous n'allez pas dans les domaines où vous mettez en risque. Vous ne sortez pas de vos zones de confort. Donc j'ai perdu du temps dedans. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc c'est des années de regret pour moi, quoi. Concrètement, sur le terrain, je me suis pris les pieds dans le tapis. Vraiment, je me suis... Avec des gros recrutements, hein, comme il a dit. À un moment, je voulais recruter un directeur technique. Tout de suite, je me suis laissé, à un certain moment, j'ai laissé mes convictions, mon feeling, et j'ai écouté les actionnaires qui m'ont dit non, un tel, et puis j'ai laissé mon ego prendre le dessus. Parce que quand je vais en arrière, c'est une petite phrase qui m'a fait prendre la décision de recruter ce directeur technique. Il y a un des actionnaires malaisiens qui me dit, ou bien vous avez peur qu'il vous pique votre place ou bien. Et mon regard a fait tic. J'ai dit bon. Et puis cela les tient, bon, on le recrute, mais je n'aurais pas dû. J'ai laissé mes sentiments prendre le dessus. 6 mois après, le même Malaisien a eu un entretien avec le gars, il dit, virez-moi ce gars. J'ai dit, mais attendez, j'ai pas... Non. Hein, j'ai laissé mes sentiments prendre le dessus encore. Le gars, il avait 20 ans d'expérience dans une société, je viens de le débaucher, je reviens 6 mois, vous voulez que je le vienne. Et quand je regarde le profil du gars, il est stéréotypé dans son domaine, quoi. Il n'y a pas 10 000 domaines comme le nôtre. Je me dis, je vais retourner le gars sur le carreau, sur ma conscience, quoi. Et là encore, je fais de la résistance. Vous devez un actionnaire qui est plus lourd que vous dans l'actionnariat, vous n'avez pas beaucoup de chance. Et donc, j'ai fini par le libérer, et c'est parce que je l'ai recruté sans être convaincu. Et je me suis laissé piquer au vif, quoi. On va dire, c'était des erreurs de jeunesse. Et puis, l'une autre erreur de départ, c'était la perception du résultat. Quand on arrive à tout juger au résultat, on dit non, c'est le résultat, c'est le résultat. On est content déjà parce qu'on a dépassé les moyens. On est content, on est à un certain niveau, on dit tout se juge au résultat. Vous ne jugez les gens qu'au résultat, vous ne vous jugez qu'au résultat, vous êtes content. Mais c'est encore un niveau plus bas. Il faut aller au-delà et j'ai pris du temps pour passer là. C'est que j'ai pris du temps pour comprendre que ce qui est le plus important, c'est même pas le résultat. C'est la perception du résultat. Celui qui est en face de vous, là, si c'est votre actionnaire majoritaire, comment il perçoit? Vous pouvez passer de 1 milliard à 10 milliards, si lui ne perçoit pas, ça vient, c'est 0. Vous partez sur un marché, vous faites un savon top qualité, quand on analyse, tout est nickel, c'est le meilleur savon. Le consommateur, lui, regarde, il dit c'est pas bon, c'est 0, quoi.
Et cette frustration, j'ai pris du temps pour comprendre que non, mon truc soit bon et que ce gars qui est en face là, bon, les Ivoiriens ils savent faire ça, hein. Bon, le gars il connaît rien, il ne connaît pas la qualité. Et c'est lui qui achète. S'il ne connaît rien, tu t'es foutu. Hein. S'il faut investir dans sa formation pour qu'il connaisse la qualité, il faut le faire. Donc, j'ai pris du temps pour faire cette mue-là, pour savoir que mon résultat, ça ne vaut rien. C'est comment mon résultat est perçu par celui que je veux convaincre. Donc, voici il y en a tellement, mais voici les 3 qui sont venus en top of mind pour parler comme vous. Mais en tout cas, moi, je suis le plus heureux parce que partager les erreurs, ce n'est pas l'exercice le plus facile, puisque c'est plus facile de parler des succès et tout. Et ça vient vraiment du cœur, hein, les différentes erreurs. Je retiens qu'il faut faire attention au recrutement. Et si vous travaillez pour quelqu'un, commencez à tenir un catalogue de toutes les erreurs que votre patron fait parce que vous en aurez besoin quand vous allez créer votre entreprise. Et puis, il faut faire le point entre les faits et ses sentiments, son ego, pour prendre des décisions éclairées et ne pas se laisser manipuler d'une manière ou d'une autre. En tout cas, sur ces points-là, je pense que je peux vous livrer les panélistes pour quelques questions, d'accord, avant qu'on ne fasse la conclusion. Donc, si dans le public, il y a certaines personnes qui aimeraient poser des questions, précises et concises et adressées à une seule personne de préférence, ça serait bien. Donc, la phase des questions est ouverte. Vous vous présentez, c'est la publicité est permise, dites ce que vous faites. Personnellement, de la constitution de ce panel, que je suis sur les réseaux sociaux, certainement je ne connais pas. On m'a parlé de lui, on m'a parlé de son charisme. Lors de son intervention, j'ai retenu beaucoup le mot valeur. J'ai apprécié son parcours. Je dirais que j'en fais un peu pareil. J'ai 3 petites questions. Savoir, on a toute la journée ici, donc parmi les 3, quel est le temps? Et puis le reste, tu pourras leur poser ça pendant la pause café. Donc, j'aimerais savoir, lorsqu'il s'est engagé avec les partenaires pour ouvrir la nouvelle société, qu'est-ce qui craignait le plus? Parce que souvent, on a montré au manque de respect d'engagement. Donc, qu'est-ce qui craignait le plus? Ce qu'il a laissé derrière lui, une situation confortable. Qu'est-ce qui craignait le plus? Ok. Pour la 4 grade de c'était bien le temps. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans des situations confortables ici que je connais. Peut-être qu'ils veulent sauter aussi. Alors, deuxième question. Oui. Et je représente Nissan, qui est une boutique en ligne de vente de vêtements. Donc, j'ai une question pour Lamine. Lorsque des personnes décident de monter une société, elles ont les mêmes valeurs et disons même qu'elles peuvent avoir la technicité. Mais une société, ce n'est pas seulement le côté technique. Il y a aussi un comptable qu'il faut, il y a aussi, je ne sais pas, un community manager. Une organisation. Il y a toute une organisation. Mais dès le départ, une petite société qui n'a pas les moyens d'embaucher ces autres techniques que ces personnes journalistes n'ont pas, vers qui se tourner au fait pour avoir... Quand on n'a pas les moyens d'avoir l'équipe. Exactement. Vers qui se tourner, parce que monter la société, ce n'est pas seulement ta passion, mais il faut s'entourer des meilleures personnes qui pourront t'aider à... Ok. C'est-à-dire comment avoir les meilleures personnes quand on n'a pas l'argent pour les payer suffisamment. Très bien. Alors... Fatou Kamagati, DG de Camotos. Ok. Alors, je me réjouis du panel parce que je me rends compte qu'on a tous fait les mêmes erreurs, parce que moi je suis entrepreneur. Donc, il y a 3 erreurs qu'ils ont citées dans lesquelles je me retrouve. Par contre, la toute première, ma question s'adresse à Bakayoko. Je me retrouve plus avec lui parce que je n'ai pas la trempe de l'industrie, je ne me retrouve pas aussi dans l'architecture. Par contre, l'autre, oui, Bakayoko. Moi, la première erreur que j'ai commise d'abord, c'est d'avoir laissé la main au super technicien dont il parlait. Parce que, étant dans une autre entreprise, on laisse la main à quelqu'un d'autre pour la gestion.
Mais est-ce la bonne affaire? Point d'interrogation. La question s'adresse à tout le monde, mais particulièrement Bakayoko. Tous parler de la question des chaînes de valeur. Donc, je voudrais savoir de façon précise, avec leur expérience, quand ils parlent de chaînes de valeur, il s'agit précisément de quel type de valeur? D'accord. Je m'excuse. Très bien. Salam alaikum wa rahmatullah. Mon nom c'est Karamoko Badiaoui, directeur analytics dans un cabinet d'études. Aujourd'hui, la pub est permise. On peut dire le cabinet. C'est On Point. Je pense qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas parce qu'on est une quasi start-up aussi. Vous avez beaucoup parlé des erreurs, donc je les ai toutes notées. J'aimerais savoir, parce que moi j'aime aller au bout, qu'est-ce que vous pensez de la formation avant d'entreprendre et qui pourrait permettre justement d'éviter ces erreurs? Parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, on parle très peu de formation. Est-ce que l'entrepreneur aujourd'hui a besoin de se former avant de se lancer? L'apport en ingénierie et comment s'en peut finir? Alors, on va faire une pause. Salam alaikum. Je n'ai pas écouté tout le début, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand j'ai laissé une situation confortable, pas de souci, pour aller dans une aventure nouvelle, et quelle était ma plus grande crainte? D'accord. Bon, c'est vrai que c'était une situation confortable et que quand je partais aussi, les gens ils m'ont pas facilité la chose. Et surtout, paix à son âme, l'un des plus grands que moi je trouve, Yves Lamblin, qui aujourd'hui a lancé Sifka qui fait 22 000 employés. C'est plus costaud, après tous les États de l'Afrique de l'Ouest, c'est le plus costaud qui vient. Et bon, donc, lui comme ça, c'est un gros stratège. Quand il ne veut pas vous lâcher, c'est dur. Il m'avait mis des choses. Ce n'était pas la situation seule, mais c'est tout le plan de progrès qui m'a jeté à la face en me disant, restez, voilà ce que je prévois pour vous. C'était lourd pour partir. Mais j'étais animé par une envie d'entreprendre d'une manière ou d'une autre. Parce que j'ai vécu l'appel de ce projet-là comme un entrepreneuriat parti d'une page blanche. C'est-à-dire aller faire la création de la société, courir là. Bon, c'est ce que je ne voyais pas les autres risques, véritablement. Mais quand je regarde comme ça, avec un peu de recul, ma plus grosse crainte, c'était mon épouse. Comment elle allait vivre? Parce que c'était la seule à qui j'ai dit, je n'ai dit à personne. Ceux qui reçoivent des choses de moi continuaient à recevoir, donc ils n'ont rien senti. Et Dieu merci, au bout d'1 an, les choses, on avait fait notre modèle pour être numéro 2 dans le savon, à Mac. Et au bout d'1 an, avec certaines circonstances, et avec les loaders des grands groupes, on s'est retrouvé en termes de marque, pas en volume de trucs de marque, en termes de marque numéro 1, rapidement. Et donc, ma plus grosse crainte, c'était vraiment mon épouse. Comment elle allait vivre ça? Est-ce qu'elle n'allait pas trop stresser? Est-ce qu'elle n'allait pas faire sentir ça aux enfants? Est-ce que ça n'allait pas jouer sur mon équilibre de couple? Déjà que j'étais très peu présent. Est-ce que donc après on a fait des contrats internes. J'ai dit, il faut mettre des voitures, ceci, c'est là, bon. Si tu me laisses 1 an ou 2 ans, sans me poser trop de questions, me laisser dormir dans des conteneurs, parce qu'on a construit l'usine en pleine crise. Et à Bonoa, bon, je ne vais pas faire trop le commentaire, donc j'étais fouillé jusqu'au sous-corps chaque matin par des jeunes qui étaient enivrés, drogués, avec des kalachnikovs. Donc c'était stressant, je dormais dans un conteneur avec mes équipes, la voiture était barricadée dans un autre conteneur. Donc il fallait, c'est la Croix-Rouge qui nous envoyait les ressources. Bon, il fallait faire un compromis avec elle, mais je pense qu'elle a bien vécu la situation et elle m'a bien soutenu, d'accord? Et je pensais que si elle n'avait pas tenu le coup, ça allait être difficile pour moi. Le reste, bon, je m'en excuse, mais ça ne disait pas grand-chose. J'étais juste drivé par la fougue, l'envie
de faire quelque chose d'une petite structure. Si vous regardez ma progression, c'est après que j'ai vu, hein, je vais des sociétés les plus grandes aux plus petites. Nestlé, après Valti, et puis après Saka. Parce que je suis focus sur ce que je fais, plutôt que ce que la société est. C'est pour ça qu'il dit que la société vaut des milliards, bon, ça vaut des milliards, mais pas moi encore. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y a une question avec laquelle vous allez rentrer. Quel type d'épouse il faut pour l'entrepreneur? Ah bon, je dis ça, je dis rien. Non, tu ne vas pas répondre à cette question, à la question qu'on t'a posée. Parce que je veux... En fait, Aïcha a demandé quelle était la meilleure personne quand on est start-up. Voilà comment il fallait avoir les meilleures personnes. Franchement, quand on est start-up, je ne vais pas donner peut-être la solution idéale. Je vais donner la solution qui vient tout droit de moi par exemple, qui, ma foi, je pense qu'elle est bien. Quand on est start-up, franchement, il ne faut pas rêver de pouvoir avoir la meilleure personne. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir le top employé, on ne peut pas l'employer, on ne peut pas le payer. Ça, déjà, il faut vraiment les garder, quoi. Mais quand on est start-up, ça pose vraiment la question de recruter de la valeur. Voilà, parce que quand on est start-up, à 95%, on vous suit pour le rêve que vous véhiculez. Parce que déjà, vous n'avez pas l'argent. Donc même quand vous véhiculez ces rêves, il y a certains caractères qu'il faut avoir, il y a certaines valeurs qu'il faut véhiculer. Il y a l'honnêteté, il y a le feeling, il y a le courage, il y a la détermination. Ça, c'est des valeurs qui contaminent. Et on vient aussi d'une start-up pour avoir un peu de l'agilité, de la mobilité. Donc, il faut lui promettre ça. Parce qu'il ne vient pas pour se sentir barricadé, il vient pour libérer son génie. Ouais. Créer quelque chose aussi. Comme créer, participer. Voilà, il veut aussi créer. Donc, c'est comme ça qu'on recrute en fait dans une start-up. On ne met pas vraiment la qualité du contrat, la qualité des conditions qu'on lui donne. Mais c'est ce partage à ce rêve. Est-ce qu'il a épousé la vision? Quand c'est comme ça, ça passe. Il y a une autre stratégie quand même qui fait que quand on est start-up, il faut recruter peut-être pas des gens qui cherchent un accomplissement social, mais des gens qui cherchent une première expérience, mais qui ont de très bonnes valeurs. Donc il faut aller recruter stratégiquement. Tu vas peut-être à PG, à l'INP, puis tu dis tu sors, moi je te garantis en tout cas la première ligne de ton CV, tu dis qu'il y a quelque chose. Et là, il est nouveau. La première des choses qu'il cherche, c'est la prime de transport, c'est la première ligne de son CV. Quelquefois même tu peux prendre le meilleur de la classe dans ces cas de figure-là. Et nous on le fait très bien. On va à PG, à JTL, à l'INP. Ça fait pratiquement 8 ans, on a tout le temps un agro qui est sensible, disons, qui a le même diplôme que moi, qui est toujours chez nous là. Et il apprend, il partage, ça va 2 fois plus vite. La dernière intervention, quand on est start-up, il faut s'attendre à renouveler ton effectif quasi permanemment. C'est ça, il ne faut vraiment pas oublier. Déjà, même quand on est multinational, même celui qui veut quitter Nestlé équipe. Voilà. Donc, à plus forte raison, quelqu'un qui va lui donner peut-être 200, 350 000. Voilà, on ne peut pas empêcher quelqu'un de rêver mieux. C'est pratiquement impossible. Donc, il va se dire que le manager doit déjà pouvoir toucher à tout. Il doit déjà prévoir ces cassures-là. Quelquefois, nous, on essaie de doubler les postes. Quand on sait que pour une personne, si on veut recruter du A, il va gagner 600 000. On essaie de voir 2 nouveaux à fort potentiel. 150, 150, on économise encore 300 000. Là, au moins, on sait que les deux ne vont pas avoir le boulot au même moment. On sait que les deux ne vont pas avoir le meilleur boulot au même moment. On t'attend avec 1 an, 2 ans dès qu'il a le boulot. Et puis après, quand il y a beaucoup de valeurs, à la limite, c'est nous, on ne le recommande pas. Parce que là, on appelle, on te dit, mais tu n'as pas un bon petit. Et quand tu le recommandes, c'est un hub que tu as créé. Parce que le nombre de personnes qui passent chez toi, que tu as réussi à les placer, du jour au lendemain, ils viennent, ils font de la consultance gratuitement, ils te résolvent énormément de problèmes. Donc, à mon avis, c'est ces trucs-là, il faut regarder comme ça. Sinon, franchement, c'est pas possible d'avoir le temps. Je ne vais pas forcément sauter, mais justement, il y a la question de la. Oui, il y a la question des camaraderies. Oui, c'est la question des camaraderies. Sur les valeurs, je pense que chacun de vous devrait en donner au moins 2 ou 3 par lesquelles il vit, parce que je ne dis pas tirer son entreprise, parce que pour moi ce sont les mêmes choses. Ok? Je veux dire, les valeurs parce que vous avez tellement parlé de valeurs, je pense que va m'asseoir la question. Quelles sont ces fameuses valeurs en fait
que vous recherchez? Je pense que les valeurs sont, c'est pas figé en fait. C'est au feeling peut-être du manager. C'est au feeling du manager. Moi je préfère quelqu'un qui est un casse-pied, mais qui est très respectueux. Okay. Alors un super employé qui vraiment, on va dire le mot qui est très impoli, ça ne marche pas. Voilà, parce que ici dans un moule, c'est comme ça fonctionnait. Je me dis à la limite, il est venu apprendre. Donc on va faire un peu avec cet défaut. Déjà le respect, ça n'a rien de religieux, c'est purement l'honnêteté quand même. Il est honnête et puis il est travailleur parce que respect, on supporte vraiment pas le paresseux. C'est déjà chaud. Respect, honnête, travail. Je comprends pourquoi il y a des problèmes pour trouver des employés. Est-ce qu'ils vont dans le pays là? Ok, honnêteté, respect et travail. Et pour toi, Sénégal, ça serait quoi? Oui, avant de parler même des valeurs, je pense que c'est à peu près la même chose. Je veux dire un mot par rapport à l'emploi. Oui. Le fait d'employer les bonnes personnes. Peut-être on a eu la chance, lorsqu'on commençait, les 4 premiers employés qu'on a eus ont quitté de l'entreprise pour venir prendre des salaires moins importants chez nous. Comment c'est possible? Voilà. Donc tout dépend en fait de la vision qu'on a eue avec. Oui, mais quelle est la phrase que tu dis au gars et puis tu lui son salaire chez toi? Est-ce que tu lui dis, écoute, chez nous par exemple, tu vois, on a le chef les vendredis, ou bien. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? Non, mais en fait, on était dans un cabinet et l'évolution classique d'un cabinet d'architecture. Le schéma classique, une école d'architecture qui fait quelques années d'expérience dans un autre cabinet et après tu viens te mets à ton propre compte, tu prends un ingénieur, un technicien, donc peut-être 3-4 personnes, c'est l'effectif moyen des cabinets d'architecture en Côte d'Ivoire ici. Alors qu'il y a, pour avoir participé de manière active aux activités de l'ordre des architectes, et aussi aux activités de l'Union internationale des urbanistes. L'enjeu actuellement, c'est qu'il y a le monde entier qui vient vers l'Afrique. Le monde entier vient vers l'Afrique et le schéma classique que je viens de décrire là, où on a un architecte avec un technicien ou un ingénieur, ça ne peut pas fonctionner face à des gens qui viennent avec des cabinets où il y a 200 architectes, des cabinets où il y a 300 architectes. Donc d'abord, il y a l'importance de l'association qu'on leur a montré. Et aussi, dans le fonctionnement, je ne vais pas entrer dans le détail, dans le fonctionnement des cabinets actuellement, il y a beaucoup de choses qu'on sait pouvoir améliorer. Voilà. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça fait seulement 2 ans, mais vraiment on a 100% de satisfaction au niveau des clients qu'on a. Voilà. Et souvent, après les projets, on nous envoie des messages qui font vraiment chaud au cœur. Voilà, merci. Moi, tu ne vas pas donner le secret parce que moi je veux avoir Satiki chez moi. Mais je ne peux pas lui payer ce qu'il reçoit aujourd'hui. Je voulais la phrase là qu'il a lui dire pour qu'il laisse ses mois pour venir travailler à Plus Coaching. Je pense que ça dépend de ton domaine dans lequel tu es en train d'évoluer. Ok, très bien. Alors, je n'ai pas de bonne nouvelle parce qu'on est vraiment pris par le temps. On ne pourra pas faire le tour de toutes les questions que vous avez posées. Dans tous les cas, on est là pendant toute la journée. Il y aura une pause café tout à l'heure. Donc, je suis vraiment désolé. On est très pris par le temps. J'aimerais te répondre à la question des camarades. Oui. Parce que ça, moi, ça me revient énormément. Comment laisser la main? Surtout quand on a créé une start-up et puis on est en fonction ailleurs. Oui, il fallait dire madame la directrice de Capotos. Oui, absolument. Voilà. Moi, c'est une question fondamentale parce qu'il y a énormément de personnes qui disent qu'on a lancé une affaire avec telle personne. Mais on nous a doublé, il est resté en Europe, il a envoyé de l'argent, on nous a doublé. Il ne faut pas monter une affaire quand on n'a pas défini le mécanisme de suivi. Maintenant, ce mécanisme de suivi-là, il n'implique pas forcément une présence spatiale sur le lieu. Il y a énormément on peut dire des logiciels, on peut même aller au flicage, une caméra de surveillance, on peut même mettre une petite soeur très belliqueuse là-bas. Il y a énormément, ça dépend du film, mais franchement, il ne faut pas monter une affaire que tu ne peux pas suivre.
s'il n'y a pas le mécanisme de suivi, naturellement, il y a un laisser-aller qui va s'installer chez le manager temporaire et il va commencer à prendre la chose comme il ne doit pas. Voilà. Nous, dans notre configuration, à un certain moment, on ne peut plus être à la production. Hein. On tourne soit dans les banques, avec les clients et autres. Mais moi, j'ai une assistante que c'est impossible, mais c'est pas possible. À la limite, voilà, c'est le flic en fait. Quand elle est là, tout le monde dit non, elle est là, on ne peut pas faire comme ça. Elle est là, elle est là. Elle me dit, mais vous me connaissez, non, dès qu'il donne votre. Bon, j'ai même pas rentré, je l'appelle à même temps. Soit c'est un homme de confiance, ou bien c'est un mécanisme, ou bien c'est des reporting bien huilés. Là, il faut connaître ses inputs, ses outputs, pour voir tout ce qui rentre, faire la balance. Et puis, il faut se donner du temps pour checker tout ça, quoi, pour qu'il ait un compris au moins une fois par semaine. Mais quand on laisse les reporting, 1 mois, 2 mois, 4 mois, le verre est rentré dans le fruit. Là, le gars il a le temps de tricher 2 fois. Si on doit débriefer chaque 2 jours, il ne faut pas sauter ces chaque 2 jours. Ouais. Là, au moins, l'erreur est encore à un niveau très minime. Je me permets moi-même de répondre à une question, celle de Badjaoué, sur la formation en entrepreneuriat, qui est une question importante. Voilà le monsieur qui dit qu'il lit 3 livres, etc. et tout. Celui-là aussi, je connais son bureau. Je peux vous dire aussi que c'est tout fait de livres. Et puis, lui aussi, il a d'autres modes de formation. Il faut les voyages pour aller regarder les immeubles. Il se fait en Corée. Non, j'aime ce métier. Ça ne veut pas dire de l'information. Bon, c'est pas à lui que je vais l'apprendre, qui a fait Stanford, cite le programme en entrepreneuriat de Stanford, alors qu'il était déjà dans le processus entrepreneurial. Parce que je pense que c'est vraiment perpétuel. C'est une mise à jour, même pas seulement avant le projet, mais tout le long du projet entrepreneurial, tant qu'on est en train d'apprendre. C'est bien pour ça que avant les programmes pour les gens comme Diabou. En fait, ce que je vais ajouter par rapport au module de la formation, finalement, quand une formation de qualité, là, dès qu'on regarde le chronogramme, on sait déjà, quand tu regardes la formation de Stanford, c'est que le manager, ça dépend de son secteur d'activité. Si c'est un cabinet comptable, il a un bon background en comptabilité. Mais les modules de départ, vous verrez que c'est leadership, c'est éthique et gouvernance, ou bien c'est peut-être même doper la résilience. Ça, c'est des formations transversales que toute personne qui veut entreprendre doit franchement avoir les skills, quoi. Voilà, comment être résilient, comment innover, développer son leadership et autres. Ça, c'est des choses qui comptent quand même, qui, ma foi, sont dans les bouquets, tout le monde peut apprendre. Maintenant, après, on demande à la mine d'être bon comptabilité. C'est clair. Alors, on va terminer. Je vois qui nous a rejoint. Les candidats à l'entrepreneuriat, ou ceux qui sont déjà dedans, qui se demandent dans quoi je me suis foutu là, parce qu'il y a des matins, tu te réveilles, tu te dis, et Allah, si quelqu'un pouvait me payer à la fin de ce mois. Donc, quel est votre dernier mot en fait pour toutes ces personnes? Comment ça va? Une phrase. Non, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant. D'accord. C'est la même phrase, mais moi j'avais dit il faut venir avec passion. Il faut venir avec. Il faut venir avec passion. Il faut y venir avec passion. Donc lui, il faut qu'il change. Oui, bon, je sais qu'on est vraiment short dans le temps et je vais demander, présenter mes excuses au modérateur pour qu'il me permette de dire une petite chose sur la formation. Kamouko, il a posé une très bonne question sur la formation. Pour moi, toute chose, c'est dans l'état d'esprit. Parce que vous pouvez cumuler toutes les formations que vous voulez, si vous n'avez pas le bon état d'esprit, c'est-à-dire d'apprenant, vous n'êtes pas bon. Quelqu'un peut faire une seule formation, une seule, comme il a le bon état d'esprit, il a plus de résultats que vous qui avez fait 10 000 formations. Donc, il faut se préparer et malheureusement, personne ne peut le faire pour vous. Il insiste sur quelque chose, là, il y a un élément sur lequel on est très pauvre, c'est que c'est le coaching. Mais ça vient de la prétention. C'est parce qu'on sent, on a l'impression qu'on sait tout à la fois. Je sens que j'aurai des contrats. Non, on est très nul
C'est-à-dire, quand les contacts que j'ai avec des jeunes Coréens, le gars, il a carrément dit coach, quoi. Même pour sa vie conjugale, il a un coach. Il a un coach pour tout. Comment il va être plus fort que nous? C'est-à-dire, il a le meilleur entraîneur dans chaque domaine. Vous croyez que vous savez tout. On est très nul en coaching, on ne se fait pas coacher. Moi, j'apprends que Boaké Fofana, il a ses 2 enfants à Val. Je veux que mes 2 enfants aient à Val, mais je me traîne à ses pieds. Il faut qu'on dise, il faut qu'on se voit. C'est tout. Il est mon coach pour que mes 2 enfants arrivent à Val. Pas pour le reste. Hein. Sur le plan religieux, j'ai d'autres personnes que je regarde qui ont bien éduqué les enfants. Mais il faut qu'on prenne ça. Et puis aujourd'hui, on a la chance que la technologie nous permet de nous former. Hein? Moi, je suis inscrit actuellement à un certificat sur HEC. Je le finis, je m'inscris à un autre certificat, je le finis, rien que pour la passion. L'entrepreneuriat, si vous arrivez à vivre votre passion, c'est magnifique. Ouais? Je lis quelqu'un actuellement qui me dit que pour lui, le bonheur, c'est de pouvoir vivre sa passion et de le vendre aux autres. Si vous arrivez à vendre votre passion, déjà vous êtes heureux de vivre votre passion, et de Dieu vous paye pour ça. Franchement. C'est le paradis, quoi. Bon. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très belle phrase qui dit qu'il faut vivre votre passion, qui ait besoin de votre passion et qui vous paye pour votre passion. Quelque chose que vous aurez fait même si on ne vous payait pas. Et je pense que ça résume vraiment l'état d'esprit de l'entrepreneur, d'avoir trouvé sa raison, la chose qui le motive à se lever chaque matin. Et c'est ce qui fait que les entrepreneurs ne comptent pas les heures parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être en train de travailler. Et si en plus de ça, on peut gagner de l'argent dedans, alhamdulillah. Mais retenez une seule chose, faites-vous coacher. Parce que la fin, en fait, c'était je ne voulais pas qu'il parle là, mais elle a même dit qu'il y a des choses que tu ne peux pas y accompagner dedans. Voilà, il dit faites-vous coacher. La formation, certes, mais le coaching, c'est l'autre niveau. Machallah. À plus coaching. Alors, je vous remercie. Je vais passer la parole à Soalio pour la suite du programme. Et sous vos ovations, sous les ovations nourries, je vais vous demander de bien vouloir l'accompagner. Nos panélistes, merci encore pour vous. Merci à Gaëla. Merci à Agnès Sagari. Merci à Makaeko. Merci à tous. Soalio.